Fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure de l'information. Dunia Hôtel a servi de cadre à la cérémonie de clôture du 3e Forum féministe malien, édition 2026, organisé par le mouvement féministe du Mali. C'était ce vendredi 23 janvier 2026 en présence des féministes de l'AES, Kouroutoum Diabaté et Abdoulaye Segodogo pour le compte-rendu. Les travaux des 3 jours du Forum féministe malien, édition 2026, organisé par le mouvement féministe du Mali à travers le financement accordé par la Fondation pour une société juste, ont tenu toutes leurs promesses. La présidente du dit mouvement s'est dit satisfaite du déroulement des activités. Donc nous sommes très satisfaits parce que nous avons vu la participation de toutes les invités, de tous les invités des régions du Mali, mais aussi de nos sœurs de la Confédération AES, à savoir le Burkina Faso et le Niger. Les échanges ont été fructueux, on a eu vraiment des débats et puis des panels qui nous ont permis vraiment d'analyser un peu les contextes et de pouvoir faire des propositions, des recommandations. Mon message, c'est à l'endroit des jeunes. Je leur dirais que cet espace, c'est leur espace. Ce forum-là a été un espace d'échange, un espace d'expression, un espace de compréhension, de se réaffirmer et de se confirmer en tant que féministe nationale. Par le féminisme, les gens pensent que c'est une affaire féminine. Non, non, non. C'est une affaire de tout le monde. On ne parle pas d'égalité de sexe seulement. On parle de l'équité. Mon appel va à l'endroit des autorités. Ça va à l'endroit des 3 présidents de l'AES. Et on leur demande leur soutien. Certaines participantes ont tenu à faire le point sur les enseignements tirés au cours de ces 3 jours. Le forum féministe, comme son nom l'indique, c'est un forum où les droits des femmes est mis à l'honneur. C'est un moment solennel où nous nous asseyons, hommes comme femmes, et pour parler des droits des femmes, pour parler de l'avancée de ces droits-là, pour faire un peu l'état des lieux et pour finalement dégager des pistes de solutions pour que les femmes puissent toujours avoir les droits qui leur sont finalement dus. Beaucoup de thématiques. On a parlé de leadership des femmes, on a parlé d'autonomisation, on a parlé de la mobilisation, de la participation, de l'application des lois. On a parlé aussi des nouvelles technologies, de leur impact dans cette société. On a parlé des défis, on a enfin dégagé quelques solutions pour plus de perspectives. Et être féministe, c'est se respecter l'autre. Le message que j'ai à lancer à l'endroit de toutes les femmes, de tous les hommes, c'est de se donner la main. Ce mouvement a besoin de soutien. Ce mouvement a besoin d'accompagnement. Ce mouvement a besoin de la bonne compréhension des uns et des autres. A rappeler que cette belle rencontre féministe entre les femmes de l'AES au Mali a réuni une 60aine de participants. Elle a permis de débattre plusieurs thématiques liées aux droits des femmes et de formuler des recommandations pertinentes pour joindre l'utile à l'agréable. Un dîner gala sanctionnera ce 3e Forum féministe malien, édition 2026, initié par le mouvement féministe du Mali. Vivement la prochaine édition. À présent, direction Côte d'Ivoire. Arsidi Chérif Iba Haïdara, présent en terre ivoirienne, a animé une nuit de prêche à Diglo. Occasion idoine pour le fils du guide spirituel des Amsa de revenir sur les bases d'un islam pacifique et tolérant. Un reportage de Diakadia Damele avec la voix de Samira Sanogo. La localité de Guigoulo en terre ivoirienne avec au premier rang les chefs coutumiers, autorités politiques et dignitaires religieux accueille ainsi ceux de Chérif Iba Haïdara qui séjournent depuis un certain temps en Côte d'Ivoire sur invitation des Ansar de la localité. Pour cette séance de dévotion, personne n'a voulu se faire raconter le passage du fils d'Assé de Chérif Ousmane Haïdara. Raison de cette mobilisation de toutes les couches pour être témoins oculaire de ce jour historique. Ce qu'on peut dire à l'homme, ici là, c'est ce jour. Nous, on appelle tout le monde, il n'y a pas de différents intimes. D'où l'habitude, à mon témoin, je vous demande de toujours souhaiter
de la paix de Djigo. Surtout, le chef qui est venu là, on lui demande pour qu'il fasse bénédiction de Djigo pour que la paix arrive. Entre Guéré et les Maliens, on est beaucoup rassurés parce que grâce à Amadou Bagan. Ensuite, sur Grand Imam, je lui salue beaucoup. C'est un homme de paix, il est beaucoup gentil. C'est un homme qui rassemble. Et je salue le maire. Très ému de la présence parmi eux d'un des fils du président de la Fédération islamique du Mali, les Ansar et fervents sympathisants du Guide spirituel des Ansar exhortent les habitants de la localité à tirer profit de l'enseignement de l'autre. Chers guides, soyez la bienvenue. Votre présence ici est une source de lumière, de la bénédiction pour notre communauté. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est essentiel pour nourrir notre foi et guider nos pas dans la droiture. Dans un monde qui va si vite, nous avons besoin de ces moments de pause spirituelle pour nous reconnecter à l'essentiel et raffermir nos cœurs. Je tiens à remercier les organisateurs qui ont travaillé sans relâche pour rendre cette rencontre possible. Outre les militants Ansar et sympathisants de Guigoulo, cette cérémonie de prêche a également enregistré la participation de ceux venus d'ailleurs dans l'objectif d'écouter le prêche de ceux du shérif Iba Aïdara. Nous nous réunissons non seulement pour renforcer nos liens spirituels, mais aussi pour nourrir nos âmes de la lumière divine d'Allah, le Tout-Puissant. Le rappel d'Allah est en effet un moyen puissant de purifier nos cœurs et de nous rapprocher de lui, en nous guidant sur le droit chemin. C'est un acte d'adoration qui nous rappelle la grandeur d'Allah, sa miséricorde infinie et sa sagesse éternelle. Le thème de cette nuit, le bonheur et la fraternité, nous invite à réfléchir sur la lumière dont nous pouvons incarner cette valeur dans nos vies quotidiennes. Se réjouissant de la réussite des travaux suite à la bonne organisation et le dévouement des militants, les responsables Ansar saluent les efforts de ceux de Shérif Iba Aïdara pour la promotion de l'islam de paix et de vivre ensemble. Je tiens à féliciter l'ensemble de la communauté ansardine de Djiglo pour l'organisation de cette belle soirée spirituelle et enrichissante. Votre engagement à promouvoir les valeurs de l'islam et de cultiver un environnement propice à la paix et à l'unité est un exemple pour nous tous. Je souhaite que cette nuit de prêche soit un moment de réconfort pour nos cœurs et un catalyseur pour renforcer notre foi et notre engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers nos prochains. Que le Tout-Puissant nous accorde sa bénédiction. Après son accueil triomphal sur le site de prêche, Asseur du shérif Iba Aïdara a dans son intervention salué la mobilisation de tout un chacun pour la réussite de l'événement, notamment les militants Ansar pour leur engagement quotidien à la cause de l'islam tolérant. À retenir que cette séance de dévotion entre dans le cadre de la célébration du Mawlud Nabawi organisée par les Ansar de la localité, dont le clan est rehaussé par la présence de ceux de shérif Iba Aïdara DGP. La prestation des 6 serments de Bayatul Islamia a mis fin aux travaux. Restons toujours en Côte d'Ivoire, cette fois-ci avec Assedi Shérif Haroun Rachid Haïdara qui a été chaleureusement accueilli à Azopé en Côte d'Ivoire dans le cadre de sa tournée de prêche organisée par les Ansar de la dite localité. On en sait plus avec Abdul Karim Sako. Le fils du guide spirituel des Ansar, Haroun Rachid Haïdara, était impatiemment attendu à Adzopé où il a été accueilli dans la liesse. Les populations d'Adzopé sont massivement sorties pour l'accueillir chaleureusement avec tous les honneurs. Haroun Rachid Haïdara s'est rendu chez les notabilités et leaders religieux pour des salutations d'usage. La nuit tombée, le fils du guide spirituel des Ansar a animé un prêche à travers lequel il a appelé la jeunesse à une prise de conscience afin de servir de référence de demain dans la société.
Militants Ansar et sympathisants ont apprécié à juste titre la thématique développée par Harouna Rachid Haidara au cours du prêche. En tout cas, nous sommes heureux de le retrouver chez nous ce soir, vraiment très très heureux. On lui salue, de la main il est venu à nous, que Dieu fasse qu'il se retourne en bonne santé et on salue tout le monde. Vraiment, on a saisi beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses en lui, ce qu'il est en train de prêcher actuellement, vraiment on a besoin de ça. Nos enfants, surtout dans les mariages, le conseil qu'il nous donne actuellement là, vraiment c'est très très important pour nous, surtout les femmes. Vous savez, tout le monde, surtout notre papa, Assed Chérif Ousmane, Madame Haidara, on lui salue, vraiment, c'est bien fait. Tout ce qu'il fait, vraiment, que Dieu lui donne une très 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 longue vie à nos côtés. La soirée de prêche animée par Harouna Rachid Haidara a été l'occasion pour plusieurs personnes de prêter leur serment d'allégeance Baïa. Toujours avec l'actualité hors de nos frontières, après l'étape de Malabo, le fils du guide spirituel des Amsar, Seydi Chérif Ahmed Tidiane Haidara plutôt, est à Bata, en Guinée équatoriale. Une fois sur place, il a effectué une visite de courtoisie auprès des autorités et notables de la ville. Voyons ensemble avec Al-Amidou Badini. Seydi Chérif Ahmed Tidiane Haidara poursuit son séjour en Guinée équatoriale et ce dans le cadre de la tournée initiée par la Fédération Ansardine Internationale. Une fois à Bata, il entame une série de visites de courtoisie. En premier lieu, il est chaleureusement reçu par le gouverneur de Bata. En deuxième lieu, Seydi Chérif Ahmed Tidiane Haidara entretient des échanges avec le ministre des Affaires religieuses du pays. Cette série de visites de courtoisie prend fin au consulat du Mali établi en Guinée équatoriale. Ici également, le fils du guide spirituel des Ansar est reçu dans la plus grande convivialité et fraternité par ses concitoyens. Qui n'est pas nul autre jour, parce que c'est un grand honneur pour nous de recevoir le leader, M. Cheikh Ahmed Tidiane, de nous rendre visite en Guinée équatoriale et particulièrement à Bata. Donc vraiment, cela nous va tout droit au cœur. Donc nous tenons à lui transmettre les salutations très chaleureuses et fraternelles de notre consul qui actuellement est en déplacement, mais qui suit toutes les activités qui sont en train de se faire aujourd'hui. Donc une très grande fierté pour nous. Donc ici devant, Cheikh, pour lui rassurer de notre soutien indéfectible pour que cette mission puisse s'accomplir dans le cadre de la cohésion nationale des Maliens établis en Guinée équatoriale. Donc vraiment nous disons encore merci, il n'y a pas de mots pour vous dire pour vous remercier, parce que cette visite nous honore à plus d'un titre. Et nous tenons aussi à féliciter vraiment la commission d'organisation, le président de Ansardine International et particulièrement celle de Bata, qui toutes les activités qu'ils ont fait ici, quel que soit dans le domaine des trucs sociaux, que ce soit dans le domaine des dons de sang, quels que soient tous les problèmes, ils sont là. Vraiment, nous tenons devant vous à les remercier pour toute leur participation et les actions et les directions que vous avez données, qu'ils sont là à côté de nous chaque jour qu'on a besoin d'eux. Vous savez, votre visite nous réconforte. Vous savez aussi, on ne peut pas vous remercier sans remercier le comité d'organisation de Ansardine, sans remercier les membres de Ansardine. Depuis qu'ils sont à Bata, on n'a pas entendu un seul jour leurs problèmes. On n'a jamais entendu un membre de Ansardine drogueur, on n'a pas vu. On n'a pas vu un membre de Ansardine délinquant, c'est-à-dire qui vole ou bien qui viole les femmes, on n'a pas vu. Seulement dans leur travail et dans leur mosquée. Ça, c'est un exemple à suivre partout où sont les membres de Ansardine, au Mali et ailleurs. Bon, d'autre part, vous savez que notre pays est menacé. Notre pays est menacé. Donc, il faut que vous, qui êtes les shérifs, vous faites les doigts pour le pays là. À Bata, tout comme à Malabo, Seydi Chérif Ahmed Tidiane Haidara prendra part à une série d'activités et animera une soirée de prêche.
À présent, voyons ce qui fait l'essentiel du tour du monde, commenté en bref et en images par El Hadj Moussa Famba. Le conflit en RDC à l'ordre du jour d'une discussion entre Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso. Le président de la RDC est arrivé à Oyo le 24 janvier. Les deux dirigeants ont partagé un déjeuner puis se sont entretenus en tête-à-tête plus de 2 heures. À l'issue de la rencontre, Félix Tshisekedi a exposé l'état actuel de la situation sécuritaire en RDC en relevant le manque d'engagement visible des parties concernées dans l'application des accords de paix signés récemment. Ces propos renvoient aux discussions menées avec le Rwanda et aux engagements pris vis-à-vis du mouvement AFC M23. Denis Sassou Nguesso bénéficie d'une expérience internationale largement reconnue dans la recherche de solutions au conflit, a souligné le président Tshisekedi. Les arrangements paraphés aux États-Unis entre Kinshasa et Kigali n'ont pas encore produit d'effets tangibles sur le terrain, note la presse. Les combattants de l'AFC M23 accusés de recevoir un soutien militaire rwandais, ceux que Kigali dément maintiennent leur contrôle sur des portions importantes des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, territoires qu'ils ont pris il y a 1 an. L'Algérie convoque le chargé d'affaires français après la diffusion d'une émission de France 2. Rumeurs et coups tordus, la guerre secrète France-Alger. Voici le titre d'une émission complément d'enquête diffusée le 22 janvier qui a suscité l'ire d'Alger. Le diplomate Gilles Bourbao a été convoqué au ministère algérien des Affaires étrangères 2 jours plus tard. L'émission revient sur les principales étapes de la crise diplomatique entre Paris et Alger, qui s'est fortement accentuée depuis la reconnaissance par Emmanuel Macron de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental l'été 2024. Elle aborde également plusieurs dossiers sensibles qui compliquent les relations bilatérales. Dans un communiqué officiel, la diplomatie algérienne qualifie le contenu de l'émission de tissu de contre-vérité profondément offensante et inutilement provocatrice. Elle la présente comme une véritable agression contre l'État algérien émanant des médias du service public français et estime qu'elle ne peut être dissociée de la responsabilité des autorités françaises. Alger reproche également une supposée implication de l'ambassade de France et de ses représentants dans la promotion ou la contribution à cette production, ce qu'il juge contraire aux usages diplomatiques. Le gouvernement algérien se réserve le droit de donner toutes les suites qu'appelle la gravité de tels agissements, conclut le communiqué. Volodymyr Zelensky a réaffirmé que l'Ukraine n'acceptera aucune concession territoriale pour régler le conflit. Notre position sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine ne sera pas réaffirmée, chacun la connaît. Il s'agit de 2 positions de principe opposées, celle de l'Ukraine et celle de la Russie. Les Américains s'efforcent de trouver un compromis. Nous communiquons dans un cadre trilatéral. Ce sont les premiers pas vers ce compromis. Mais toutes les parties doivent être prêtes à faire des concessions, a-t-il déclaré lors d'une conférence conjointe avec les présidents polonais et lituaniens à Vilnius. Selon Zelensky, cela s'applique également du côté américain. Les pourparlers trilatéraux sur le règlement du conflit ukrainien devraient se poursuivre la semaine prochaine, bien qu'aucune date précise n'ait encore été fixée, a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov. La reprise des contacts est prévue pour la semaine prochaine. Je ne peux cependant pas vous donner de date précise pour le moment, a déclaré Peskov. Le 23 janvier, la première journée de consultation trilatérale sur la sécurité s'est tenue à Abu Dhabi. La deuxième réunion a eu lieu le lendemain. La délégation russe était dirigée par Igor Kostyukov, chef de la direction principale de l'état-major général des forces armées russes. La délégation ukrainienne était conduite par Rustem Umerov, secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense. Samedi, Steve Witkoff, envoyé spécial du président américain Donald Trump, a confirmé la tenue d'une nouvelle série de pourparlers trilatéraux la semaine prochaine. Le milliard de dollars d'avoirs russes gelés aux États-Unis appartient toujours à la Russie et s'ils sont dégelés, Moscou donnera des instructions sur la manière dont elle estime que ces fonds devraient être utilisés, a déclaré Maxime Oreshkin, chef adjoint de l'administration présidentielle russe, au journaliste Pavel Zarubin de VGTRK, réagissant aux récentes déclarations du président russe Vladimir Poutine, selon lesquelles Moscou pourrait transférer 1 milliard de dollars d'avoirs russes gelés au Conseil de la paix. Oreshkin a souligné que ce milliard de dollars appartient à la Russie et nous donnerons des instructions sur la manière dont nous jugeons approprié de l'utiliser. Il a souligné que si les banques américaines, qui ont actuellement l'interdiction d'exécuter des ordres provenant de Russie, exécutent ces ordres, alors la transaction aura lieu. C'est simple, a conclu Oreshkin.
Lors d'une récente rencontre au Kremlin avec le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas, le président russe a déclaré que Moscou était prêt à allouer $1 milliard pour soutenir le peuple palestinien par le biais du Conseil de la paix auquel Vladimir Poutine a été invité par son homologue américain Donald Trump. La question du gel des avoirs russes aux États-Unis pour financer cette contribution au Conseil de la paix avait déjà été abordée avec les États-Unis et évoquée lors de la rencontre du 22 janvier entre le président russe et la délégation américaine au Kremlin. Le président américain Donald Trump tente de créer une organisation internationale, à savoir le Conseil de la paix, au lieu de poursuivre une réforme de l'ONU avec d'autres pays, a déclaré le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Au lieu de discuter d'une réforme de l'ONU, Trump propose une nouvelle ONU, où lui seul aurait le pouvoir, a déclaré le président dans un discours diffusé sur la chaîne YouTube du gouvernement brésilien. Selon Lula da Silva, le Brésil refuse de reconnaître toute organisation internationale créée unilatéralement et continuera de défendre le rôle prépondérant des Nations Unies dans les affaires mondiales. Nous ne nous soumettrons à personne, nous exigerons le respect de la souveraineté du Brésil et de son peuple, a ajouté le dirigeant brésilien. Le 22 janvier, des représentants de 19 pays ont signé la charte instituant le Conseil de la paix pour les efforts de paix à Gaza lors d'une cérémonie en marge du Forum économique mondial de Davos. Plus de 50 pays rejoindront ce conseil, a déclaré le président américain Donald Trump. Bien que cette initiative ait été créée sur la base d'un accord entre Israël et le mouvement palestinien radical Hamas concernant la gouvernance de l'enclave, elle sera également chargée de la prévention et du règlement des conflits dans d'autres régions. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, Vladimir Poutine a reçu une invitation à rejoindre le Conseil de la paix et l'examine actuellement. Lors d'une réunion avec les représentants permanents du Conseil de sécurité russe, M. Poutine a déclaré que Moscou pourrait verser la contribution requise d'$1 milliard au Conseil de la paix grâce à des avoirs gelés aux États-Unis sous l'administration précédente. Et voilà, c'est ce qui met fin à l'actualité du jour. Merci pour la constante fidélité. Rendez-vous à 20h30 pour la prochaine édition en version langue bambara avec Lala Kouyaté. Et rendez-vous à tous. Bonne suite de soirée à vous. Merci.